Bonsoir les amis, bienvenue dans votre émission Culture et Philosophie, intitulée La guerre culturelle, présentée par moi-même, Gary Lasky, et ce soir, Tatiana Ventose, révolutionnaire anti-parisienne. Alors, aujourd'hui je fais une petite chronique sur Tatiana Ventose. Pourquoi ? Parce que j'aime bien Tatiana Ventose, et puis parce que Tatiana Ventose pense avoir, avec son ouvrage Il est venu le temps des producteurs, avoir jeté un pavé dans la mare de la bourgeoisie et avoir fait grandement avancer le souverainisme français. Je pense que c'est faux dans les deux cas, même si j'ai plutôt aimé son livre, je le trouve plutôt intéressant, il fait un bon complément à la France périphérique de Christophe Guilluy, qui disait qu'en fait, maintenant, il y avait une troisième France qui se créait à part la France des grandes villes, des métropoles, donc, et leurs banlieues, c'est la France rurale, et que la France rurale, des villes petites et moyennes, subissait terriblement le pouvoir des grandes villes. Et par conséquent, ce pouvoir étant infondé et parfaitement nocif, il était temps de le renverser. Alors, Tatiana Ventose nous fait une petite fixette sur les Parisiens. Je vais un petit peu en parler en prélude. Et puis malheureusement, comme beaucoup de penseurs souverainistes, qui adoptent un point de vue que je qualifierais de provincialiste, c'est-à-dire qui pensent qu'en fait la province, qui joue la province contre Paris et qui pense que la province a raison parce qu'elle est du côté du bon sens et donc de la réalité, tandis que Paris est du côté de l'illusion et de la futilité. Donc c'est forcément la province qui va finir par l'emporter. Enfin, du moins, c'est ce qu'il faudrait. Bon, il se trouve que Tatiana Ventose, malheureusement, se plante. D'autre part, je considère que Tatiana Ventose est quelqu'un de sérieux, et quelqu'un d'intelligent, et quelqu'un qui essaye de faire avancer la cause du souverainisme, et par un respect qui me semble être en fait nécessaire pour le débat public, à un moment, il faut que je lui dise ce qui va pas. En fait. Il faut qu'on avance tous ensemble. Et moi, en fait, dans le débat souverainiste, j'avoue que j'admets, mais je dois reconnaître que je suis quelque peu décontenancé, en fait, par l'assurance avec laquelle beaucoup de nos leaders débitent leurs théories, sans grande cohérence et sans grande concrétude. Voilà. Alors, l'avantage de Tatiana Ventose, c'est que elle, de son côté, elle nous fait pas du complotisme ou de l'interprétation complotiste, complotiste entre guillemets, hein, de l'interprétation antimondialiste, en gros. Donc, elle reste sur un sujet très concret, a priori, qui est celui des campagnes, qui est celui de la France, la vraie France, celle qui travaille, celle qui se lève tôt, et celle qui a envie que les choses avancent. Malheureusement, Tatiana Ventose donc se fait beaucoup d'illusions pour les raisons que j'ai dites précédemment, et parce que déjà, et c'est, je pense, l'essentiel du propos, elle veut juste adapter les solutions du CNR, du Comité national de la résistance de 1945, à ce qui est en train de se passer maintenant. Et donc ça se saurait si les solutions du passé permettaient de résoudre les problèmes du présent. Malheureusement, c'est naturellement pas le cas. Alors, Tatiana Ventose, moi quand je veux dire province, je suis pas... moi j'ai aucun... il y a vraiment le terme n'est pas péjoratif. Je trouve que le terme qui est vraiment devenu péjoratif, c'est celui de territoire. Territoire, ça fait vraiment en fait t'es quelques croisillons sur la carte. La province, non, il y avait eu les provinces jadis du temps de la royauté, et puis et la province, c'est ce qui est pas Paris, et surtout ce qui est pas le centre du pouvoir. Donc moi je trouve que les provinces sont plutôt agréables, elles sont pleines de gens fort agréables et qui ont chacun leur culture très respectable. Donc moi j'apprécie aller en province. Et j'y peux rien si l'endroit où je suis né est lui devenu de moins en moins vivable, c'est-à-dire la capitale. Alors,
Bon, déjà, saurais-je vous dire que le Parisien est un provincial comme un autre, même plus qu'un autre. C'est-à-dire que, comme les provinciaux, il est obligé de s'acharner pour vivre là où il est né. D'accord ? C'est pas forcément évident. C'est pas parce qu'il y a de l'argent dans la capitale que forcément on arrive à atteindre le niveau de vie pour y vivre correctement. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, rappelons simplement que lorsqu'on est parisien de naissance, comme moi, natif, on est 10% sur les 90%. 90 autres pourcents, enfin sur les 100% des gens qui y vivent, 90% sont des gens qui viennent essentiellement de l'étranger ou, comme on dit, du reste de la France. Or, le reste de la France ne nous envoie pas que les meilleurs, que les plus sympas. Il nous envoie aussi tous les plus arrivistes. Hein, voilà. Donc à un moment donné, bon, tous ceux que vous êtes bien contents de plus avoir chez vous, là, hors de Paris, bah, vous nous les envoyez. Et parfois, on n'est pas mécontent quand ils repartent chez eux. Alors bien sûr, ils repartent chez eux avec l'étiquette parisien. Mais ils sont en rien parisiens. C'est juste que ils se sont servis ils ont exagérer encore les codes parisiens pour pouvoir réussir dans la vie, et ensuite pour le mettre, pour les jeter à la figure des gens avec qui ils sont nés. Cette engeance étant assez répandue, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, la question, c'est que Tatiana Ventose se fait une idée très erronée de Paris. Surtout, alors dans une de ses récentes vidéos, on l'a vu critiquer le magazine Elle. Donc c'est un magazine que la petite bourgeoisie parisienne lit dans ses toilettes. Voilà, c'est juste un peu trop rêche pour servir de papier hygiénique. Donc il y a un moment, en fait, je ne sais pas si elle pense que Paris, c'est ce qui se trouve dans le magazine Elle. Je pense qu'elle fait une grossière erreur. Surtout que Tatiana Ventose est peu ou prou communiste, au niveau de l'idéologie. C'est-à-dire que, elle est plus exactement léniniste, c'est-à-dire que, en général, sa doctrine, c'est celle que Lénine développe dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Donc, Tatiana Ventose est plus volontiers communiste. Or, les communistes sont des gens qui sont généralement réalistes sur ce qu'est la bourgeoisie, ce que sont ses modes d'action, et qui se laissent pas beaucoup égarer par les futilités bourgeoises. Or, Tatiana Ventose, en s'arrêtant à ça, elle montre sa méconnaissance sa méconnaissance de la bourgeoisie et son inconséquence en tant que révolutionnaire aspirante. Et je ne vous parle pas de la récente discussion qui relève plutôt de l'ordre du comique, entre Pierre-Yves Rougeron et Papacito, qui nous dépeint la bourgeoisie parisienne comme étant la droite conservatrice parisienne. C'est-à-dire que la droite conservatrice parisienne, c'est quoi ? C'est 3-4% de la bourgeoisie parisienne ? Faut arrêter de se foutre, se fiche du monde. Mais bon, bref. Donc, Tatiana Ventose croit que la bourgeoisie, ce n'est que futilité. Alors, je vais y venir après, mais déjà, il faut comprendre que Paris, avant, était une ville populaire. Ça l'était jusqu'aux années 70-80, et elle est devenue nettement moins... elle a cessé d'être populaire avec l'arrivée de l'euro au tournant du millénaire, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle. Donc, pour ma part, j'ai encore pas connu la toute fin du Paris populaire. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, donc le Paris, c'est divisé en bourgeoisie. Paris est devenu le centre de la bourgeoisie, d'accord ? C'est-à-dire que tous ceux qui viennent de province et qui ne peuvent pas jeter leur argent au visage de des gens avec qui ils sont nés, d'accord ? En fait, ils le font à Paris. Okay. Donc, la population qui était moins fortunée à Paris a dû s'aligner sur les critères de vie bourgeois ou se tirer, d'accord ? Donc ça, c'est pas... ça, ce sont des faits établis. Alors, il y a... Et c'est bien toute la question, c'est-à-dire que Tatiana Ventose ne comprend pas que la bourgeoisie est un mode de vie, et que si on veut contrer la bourgeoisie, il faut proposer soi-même un mode de vie. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait le CNR en 45 en proposant le mode de vie de 36, c'est-à-dire en proposant les congés payés, en faisant retour sur les congés payés, et sur un certain hédonisme. C'est aussi ce qu'a fait Mitterrand en 80 avec son slogan « Changer la vie ». Donc à un moment donné, vous devez quand même concevoir qu'il y a une question qui est idéologique, et une question qui est celle du mode de vie. Tatiana Ventose ne voit pas
ne comprend pas ou ne veut pas comprendre que les choses se situent à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on a 3 modes de vie qui sont défendus par la bourgeoisie parisienne, enfin par les habitants de Paris, et donc par la bourgeoisie parisienne qui est devenue prescriptrice en termes de mode de vie. D'une part, donc on a la bourgeoisie de l'Ouest, la bourgeoisie la plus ancienne, celle du 19e siècle, qui est concentrée en fait dans l'essentiel des Hauts-de-Seine, Neuilly, le 16e arrondissement nord et sud, et donc voilà, toute cette bourgeoisie. D'ailleurs, vous notez que LVMH, Louis Vuitton, lorsqu'il ouvre un musée, il ouvre un musée dans le bois de Boulogne. D'accord. Donc ça, c'est la bourgeoisie d'argent. La bourgeoisie d'argent qui est en général plutôt croyante, parce que on ne sait pas ce qui fait la fortune à l'infortune, qui est assez conventionnelle au niveau des idées. Elle s'en fiche que la télévision ne dise pas la vérité. L'essentiel, c'est que la télévision lui prodigue suffisamment d'informations pour qu'elle puisse continuer à rester, à tenir le haut du pavé. La question, on en avait parlé j'en avais parlé avec des médecins, mais c'est vrai que la consommation de drogue, par exemple, dans les lycées dans l'Ouest parisien, est assez fréquente parce que c'est quelque chose qu'il faut surmonter. Donc, on est sur une bourgeoisie avec des mœurs qui sont assez particulières et voilà, qui forment un socle, disons un socle sociologique et qui déteint sur tout le reste de la banlieue ouest, c'est-à-dire principalement donc toute une partie des Hauts-de-Seine. Rappelons que la famille Le Pen est une famille de Saint-Cloud, mais comptez aussi des villes comme Suresnes. Alors bien sûr, beaucoup moins Nanterre et Courbevoie, hein, qui sont d'anciens bastions communistes, mais bon, la Selle-Saint-Cloud et tout ce qui est Yvelines, sauf bien sûr les cités comme les villes à citer comme Trappes, mais bon, voilà. Et après, on va pas rentrer dans le plus profond de la campagne, mais bon, il y a toujours cet esprit bourgeois classique qui reste. Ensuite, vous avez la bourgeoisie du sud de Paris, donc celle qui regarde le quartier latin comme un phare, et spécialement Saint-Germain-des-Prés, qui était le centre du mouvement existentialiste après-guerre. Voilà, la bourgeoisie de la rive gauche est plutôt fermée, mais bon, vous allez trouver des gens du sud de Paris qui ont un petit peu cette mentalité intellectualiste, qui cherchent un peu à se hisser au-dessus du reste de la société, et par l'intelligence, par la culture, une espèce de bourgeoisie culturelle. Et puis vous avez la bourgeoisie, ce qu'on appelle la rive droite, bourgeoisie du nord de Paris, qui déteint sur le Val-de-Marne et le 93, et donc la Seine-Saint-Denis et une partie est la partie nord du 92, et donc cette bourgeoisie-là est une bourgeoisie plus qui va paraître particulièrement futile pour certains, surtout aux alentours du 11e arrondissement, qui a le 4e arrondissement le Marais comme centre culturel et touristique, et qui est une bourgeoisie plutôt, ou alors plus vers Belleville, Ménilmontant, le 20e arrondissement aussi, et qui est une bourgeoisie plus du petit commerce, plus de la petite idée qui fait que ça marche, voilà, qui cherche le succès commercial sans forcément être aussi guindé que la bourgeoisie de l'Ouest. Alors après, vous allez avoir des petits points de contact. D'abord entre la bourgeoisie de rive droite et la bourgeoisie de l'Ouest, qui vont être les quartiers Opéra, Bourse, Saint-Lazare, pour faire vite, et jusqu'au Batignolles, et puis vous allez avoir le point de contact entre la bourgeoisie classique et la bourgeoisie intellectuelle, qui est le centre bourgeois de Paris, là où se concentre pour l'essentiel l'élite du pouvoir et l'élite de la finance, qui est le 7e arrondissement, là où vous allez trouver Matignon, les Invalides, et l'Assemblée nationale. Donc ça c'est la bourgeoisie. Et c'est les différents modes de vie qu'elle propose, pas seulement à Paris, mais à la France entière.
D'accord ? Donc moi je comprends bien que lorsqu'on vit à la campagne, tout ça paraît un petit peu lointain, mais il faut comprendre, si vous voulez vaincre l'adversaire, il faut le comprendre, il faut savoir comment il fonctionne, il faut aller dans ses lieux de vie, il faut parler avec lui, il faut discuter avec lui, etc. Donc, voilà. Alors, bien sûr, notre chère Tatiana Ventose, elle se fait fort de nous parler de la futilité bourgeoise. La futilité bourgeoise, et ce pourquoi la bourgeoisie domine. C'est bien quelque chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que Karl Marx nous dit, manifeste du Parti communiste, je le répète, que la bourgeoisie domine par la révolution perpétuelle du mode de vie, des conditions d'existence. Donc cette révolution perpétuelle des conditions d'existence, du mode de vie, virgule, du mode de vie, cette révolution, elle est comment dire, elle implique la mode. D'accord ? Et en France, la mode est particulièrement puissante parce que notre pays s'est construit, l'État central, c'est Louis XIV, je vais vite, hein, mais c'est la cour de Louis XIV. C'est-à-dire Louis XIV, il a fait venir tous les nobles à la cour pour leur imposer ce qu'on appelle l'étiquette. C'est-à-dire qu'ils devaient s'habiller comme lui. Et il changeait très souvent de façon de s'habiller. Donc les gens devaient calquer son mode de vie sur celui du roi, sur celui du pouvoir. Et la bourgeoisie, qui sait qu'elle ne domine que par l'argent et que les conditions économiques sont perpétuellement changeantes, cultive cette futilité. Cette futilité est le signe de son pouvoir. Et donc, d'ailleurs, en fait, le vrai standing bourgeois, le vrai style bourgeois, c'est de savoir, en fait, se hisser au-dessus des futilités qui sont de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire, avant, vous aviez une mode tous les 10 ans, puis une mode tous les ans, puis une mode, maintenant, il y en a une mode tous les mois. Maintenant, il y a une mode tous les mois. Et la bourgeoisie, justement, elle, elle arrive à être intemporelle par rapport à cette mode qui change sans arrêt, qu'elle fait elle-même changer sans arrêt. C'est-à-dire qu'elle arrive à surpasser la futilité de la mode, tout en suivant cette futilité de la mode et en la conduisant. Donc, ça, c'est voilà, que Tatiana Ventose ridiculise les magazines, elle, c'est quelque chose qui fait doucement rigoler, mais en fait, c'est malheureusement ça, elle ignore sciemment le fonctionnement de son adversaire qui est la bourgeoisie et spécialement la bourgeoisie d'argent. Ensuite, il y a une petite contradiction avec Tatiana Ventose, c'est que Tatiana Ventose nous parle du caractère révolutionnaire qu'elle veut donner à son livre. Et donc parce que en fait, il serait temps que les provinces qui sont elles industrieuses, sérieuses, qui elles ont la puissance, devraient récupérer la puissance productive, l'emportent sur la capitale et les grandes métropoles en général, qui sont des endroits peuplés de gens qui font des choses immatérielles et qui concrètement, ces choses-là ne servent à rien dans le mode de vie général. Ils ne fabriquent pas de richesse, ils ne produisent pas de richesse. Alors ça, je veux bien croire qu'ils produisent pas de richesse en soi, mais la question c'est que la révolution, elle est faite par les pauvres qui vivent dans les villes. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui, en étant les serviteurs de la bourgeoisie, subissent les changements imposés par la bourgeoisie. Et donc ce sont eux, les changements de mode de vie permanents, en subissant ces changements de vie permanents, ils se retrouvent dans des situations très précaires, et donc c'est eux qui mettent la pression sur la bourgeoisie pour changer ça, pour la renverser. D'accord ? Et le problème, c'est que pourquoi aujourd'hui la bourgeoisie des centres-villes fait venir, c'est la quête du monde entier, d'accord ? Elle fait venir énormément de migrants, c'est pour que ces migrants ne soient pas d'avis de se révolter contre leur ordre, contre l'ordre qu'ils imposent. D'accord ? Donc c'est un peu étonnant de la part de Tatiana Ventose qu'elle veuille une révolution de gens qui n'ont pas une mentalité révolutionnaire. Moi, je veux bien y croire, et je suis, comme elle, convaincu que la production doit revenir au centre de l'économie française. Néanmoins, il faut aussi concevoir qu'il n'y a pas de révolution qui puisse venir de gens qui veulent du solide. D'accord ? Donc, ça, c'est une chose. Alors, bon, ça, c'était en introduction. Ensuite,
Passons aux propos de Tatiana Ventose. Donc Tatiana Ventose s'est exprimée dans son livre, Il est venu le temps des producteurs, puis elle s'est aussi exprimée très souvent en vidéo, et ses propos sont toujours plus ou moins les mêmes. Alors, c'est pas une critique, c'est plus qu'elle est généralement cohérente vis-à-vis de ses idées. Alors, elle dénonce la financiarisation qui a détruit les campagnes. Et puis bon, alors c'est vrai que le capitalisme, à la base, c'est la finance. Hein. C'est vraiment, c'est la finance qui permet le capitalisme. Hein. Si on regarde comment l'Angleterre s'en est sortie, intéressez-vous à Guillaume III d'Orange, la création des bourses au 17e, du 15e au 17e siècle, la bourgeoisie, la bourgeoisie, le capitalisme et la finance, c'est à peu près, c'est des notions quand même qui se recouvrent pour l'essentiel. Hein. Donc, par contre, au 19e siècle, il y a un essor de bourgeoisie nationale et avec la légalisation légalisation du droit, c'est-à-dire chacun est censé avoir un droit égal, est égal devant la loi, et donc ce qui permet de briser les attaches, briser l'ordre social de l'Ancien Régime. L'ordre social de l'Ancien Régime est un ordre social rigide. Et pour avoir une société industrielle, vous devez avoir une société où la société peut répondre aux changements économiques et aux différentes formations que les uns et les autres sont obligés de faire pour s'insérer dans la production industrielle. Donc, il faut qu'il y ait une société mobile. C'est d'ailleurs à cette époque-là, au début du 19e siècle, qu'apparaît le mot société. La société, c'est la mobilité interne de la nation. D'accord. Donc pour ça, il a fallu casser les systèmes d'Ancien Régime. Casser ces systèmes d'Ancien Régime, au début, étaient favorables aux paysans, parce que les paysans, certes, travaillaient qu'un tiers de l'année, mais ils gagnaient quasiment pas leur vie. C'était presque des serfs, quoi. Et en fait, ils sont devenus ouvriers. Au début, ils ont bien gagné leur vie parce qu'ils étaient peu nombreux. Et puis, au fur et à mesure qu'ils étaient de plus en plus nombreux, et notamment avec les progrès des engrais et de la médecine qui ont fait que la population a explosé, les ouvriers sont devenus de plus en plus pauvres, et ça a été la misère ouvrière. Et les gens ont dit, et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous entendez beaucoup que la révolution industrielle a créé des conditions de vie qui étaient pires que celles de l'Ancien Régime, ce qui est pas complètement faux. C'est pas venu tout de suite. De fait, tout de même, pendant le 19e siècle, il y a une bourgeoisie nationale qui se crée, parce que, en fait, comme le dit Marx, l'argent, il s'agglomère dans des pôles, d'accord. Donc, on est sur une unification économique du monde, mais cette unification économique du monde, elle a pas pu se faire du jour au lendemain. Donc, elle s'est faite État-nation par État-nation. Et elle a été favorisée justement par l'égalisation du droit. Le fait que chacun ait les mêmes droits, ça a permis aux gens de se retrouver en tant que nation et de décider leur propre gouvernement. Donc la bourgeoisie a vendu l'amélioration des conditions de vie et l'avènement de l'État-nation pour pouvoir s'enrichir. Et donc ça a créé une bourgeoisie nationale. La bourgeoisie nationale est une bourgeoisie industrielle. Sauf que au 19e siècle, à la Première Guerre mondiale, l'idée nationale en prend un sacré coup dans le museau. Parce que la nation, on a dit, le nationalisme, c'est la guerre. Donc ça a été un petit peu, ça a dévalorisé la bourgeoisie industrielle. Donc c'est la bourgeoisie financière qui a complètement repris le dessus. Et après, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, où on a vu que la bourgeoisie financière avait collaboré, spécifiquement en France, et donc ça a été remplacé par l'industrie nationale, et la bourgeoisie industrielle a repris, donc c'est-à-dire les propriétaires des usines, hein, c'est pas les propriétaires des banques, les propriétaires des usines, ont repris la prééminence, et la France a connu un boom économique pendant 30 ans, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, de 45 à 75 environ. Donc, mais à partir de là, en fait, il y a eu un tournant. Après, quand il y a eu la première crise, premier choc pétrolier, deuxième choc pétrolier, puis en 83 avec la réforme quand Mitterrand commence à adopter une politique entre guillemets libérale, pas vraiment libérale, mais qui s'intègre dans l'organisation économique américaine, mondiale.
qui est géré par l'OMC aujourd'hui. Avant, ça s'appelait les accords du GATT. Et donc entre 73 et 83, on est reparti sur une hégémonie de la bourgeoisie financière. Et c'est cette bourgeoisie financière qui fait qu'aujourd'hui, les campagnes ne vivent plus, n'ont plus de quoi vivre, et sont détruites les unes après les autres parce que leurs pôles industriels, leurs pôles de production sont vendus sont vendus à la finance et donc disparaissent. Ils disparaissent. La finance en a rien à faire du tissu économique des campagnes. Si elle trouve une usine, si elle trouve une usine intéressante, elle l'achète. Et si elle la trouve plus intéressante, elle la vend. Et elle en a rien à faire. Et donc cette politique a créé l'appauvrissement des campagnes, l'appauvrissement de ce qu'on appelle la France périphérique, et qui tend maintenant vers un effondrement, avec notamment de plus en plus de Français qui gagnent cette France périphérique parce que c'est encore un petit peu la seule qui soit habitable, même si elle est économiquement dévastée. Ce qui se passe, c'est que donc Tatiana Ventose propose une réindustrialisation qui est nécessaire, c'est-à-dire de toute façon pour elle, c'est évident, hein, on va tous mourir si on n'est pas capable de produire ni notre nourriture ni nos propres biens de consommation, parce que ça nous endette vis-à-vis des autres pays et qu'au bout d'un moment de toute façon on pourra plus payer. Et pour ça elle propose ce qu'elle appelle un pacte social, c'est-à-dire le pacte social, en gros, on la voit venir, c'est revenir au Comité national de la résistance de 45. C'est-à-dire, on relève tous les manches et puis on met en place, on met en place un État qui soit juste et surtout qui remette en valeur l'industrie. Alors, déjà, au niveau de la réindustrialisation, on se demande qui va financer, parce que l'État peut pas tout financer, et puis, alors, pour financer, il faut dévaluer l'euro, et donc ça veut dire appauvrir tous les retraités, d'accord, il dévaluer l'euro. Il faut sortir de l'euro avec un franc qui soit dévalué. Il faudrait aussi sortir de l'Union européenne, mais tout en gardant nos partenaires commerciaux pour pouvoir leur vendre des biens industriels, parce que remettre la production au centre, ça veut dire une prééminence de l'économie industrielle et qui tombe malheureusement très vite dans des crises de surproduction. On parle, là encore, Marx dans son manifeste du Parti communiste, d'accord, comme la maladie de la surproduction. Or, à moins que vous soyez décidé à faire la guerre en Afrique pour vendre de force aux populations émergentes vos propres produits, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où on a personne, on est de moins en moins capable de financer notre économie locale. On n'est pas capable de protéger notre économie locale parce que pour l'instant, on n'est pas capable de fermer les frontières. Même si on était capable de le faire pour relancer l'économie locale, il faudrait dévaluer la monnaie. Ça veut dire faire risquer à tous les retraités la misère. Et donc c'est une situation qui est pas si simple, Alors moi, bien sûr, vous me connaissez, je pense depuis le temps, je suis pour la sortie de l'euro, pour la sortie de l'Union européenne. Maintenant, moi j'ai bien conscience que ça ne se fera qu'en catastrophe, parce que comme j'ai déjà dit, les retraités votent et c'est de leur vote que ils votent. Ils sont très nombreux à voter. En fait, ils votent presque tous parce que, comme j'ai déjà dit, ils ne peuvent pas se refaire. Ils vont pas se refaire leur petit pécule à eux. Donc, du coup, ils veulent pas qu'on sorte de l'euro. Et ils veulent pas non plus qu'on sorte de l'Union européenne. Donc, en fait, ils alimentent le déclin de la France, malheureusement malgré eux. Mais ils ont pas le choix parce que sinon, s'il fallait qu'on retourne à France année zéro, c'est-à-dire s'il fallait qu'il y ait un effondrement économique, en fait, ils se retrouveraient dans la misère. Donc, eux, ils veulent pas volontairement leur propre misère. Bon. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est avec le pacte social. C'est-à-dire que, en fait, Tatiana Ventose nous propose, en gros, le retour d'un socialisme, un socialisme que nous vivons déjà depuis 50 ans. Or,
en fait, ça va être un petit peu compliqué. Chacun veut gagner de quoi vivre, en fait, et veut le fruit de son... En fait, les gens veulent le retour du mérite. C'est-à-dire, je travaille, je gagne de l'argent. Alors, si tout passe dans la redistribution, ça s'appelle un État communiste. Les gens en ont assez de la redistribution. Surtout lorsqu'elle sert à faire venir de la concurrence, du travail concurrentiel de tous les pays du monde, sous la forme de l'immigration incontrôlée. Donc, ce qui se passe, c'est que il va falloir donner aux gens il va falloir que les gens ils gagnent leur vie, en fait. Et c'est pour ça qu'ils veulent se battre. D'ailleurs, on les voit avec les agriculteurs. Hein. Ils veulent pas une vie décente, ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent que leur mérite, leur travail leur rapporte. Et pour ça, ils ont pas envie qu'on leur dise non, mais alors il faut que un tel gagne pas plus que 10 fois plus qu'un tel, parce que de toute façon, si vous commencez à mettre des limites à ce que les uns doivent gagner par rapport aux autres, et ben ceux dont les compétences sont vraiment valorisées, ils iront à l'étranger, nécessairement, parce qu'en plus, ne croyez pas qu'un État qui soit socialiste aille vers le bonheur universel. Au bout d'un moment, les gens arrêtent de bosser pour vous. Parce que de toute façon, l'argent va à ceux qui organisent la production, à ceux qui gèrent le pays, et au bout d'un moment, ceux qui sont de bonne volonté, en fait, soit ils perdent leur bonne volonté, soit ils vieillissent, et ceux qui viennent après, les voyant dans la misère, malgré tout le travail qu'ils ont fourni, se disent c'est peut-être pas le bon système. Donc ça, c'est pas terrible. Alors après, vous allez me dire, oui, mais il y a les traîtres. Ouais, mais les traîtres, allez me dire qu'il y a plus de 50 000 traîtres dans ce pays. En fait, vous prenez tous les gens que vous aimez pas, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'administration, même vous dites il y en a qui se sont engraissés de façon honteuse, d'accord. Mais dans la réalité, en fait, il faut prendre en considération ceci. C'est-à-dire que quand il y a eu l'occupation allemande, comme quand aujourd'hui il y a la domination allemande avec l'Union européenne, on a essayé d'avilir les Français. Donc on leur a donné des lois qui les incitaient à se conduire comme des merdes. D'accord ? On va y aller très clairement. Hein. Et aujourd'hui, on a la même chose. Donc il y a l'appât du gain, et on dit aux gens, et maintenant on dit, ah oui, mais vous êtes conduits comme des merdes. Donc ce qu'il faut faire, c'est refaire des bonnes lois qui fassent que les gens soient aptes à mieux se conduire. Et c'était le côté un peu... rédempteur de Gaulle, quand il dit la France a résisté, toute la France a résisté, ça veut dire la France, quand elle a eu la capacité de le faire, a résisté, mais pour le reste, elle a été incitée à collaborer. Mais elle l'a pas fait de plein gré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Allemands savaient que s'ils prenaient frontalement la population française, comme c'est passé par exemple dans certains pays de l'Est, la population française se serait soulevée d'un coup. Sauf qu'il fallait garder les Français dans leur marasme. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un gouvernement qui les traitait comme des gens méprisables, pour qu'ils deviennent des gens méprisables. Et donc toute l'idée de Gaulle, c'était de les remonter, d'accord ? Et il a réussi, et justement, et de dire, voilà, grâce au mérite, vous pouvez montrer que la France est un grand pays. C'est complètement autre chose que de mettre en place une économie socialiste, et de dire que tous les gens qui contreviendraient à cette économie socialiste seraient des traîtres. Parce que là, on arrive au laogai chinois, c'est-à-dire au camp de travail, et j'ai appris aujourd'hui qu'en 2017, il y avait 5 à 8 millions de Chinois qui bossaient dans ces camps de travail encore. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait à peu près, je sais pas, je vous dis ça, 300 000 personnes, 300 000 Français qui bossaient dans des camps. Alors, l'idée peut paraître séduisante jusqu'au jour où vous finissez dans un camp, en fait. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec les solutions socialistes qui sont préconisées. Donc tout ça est un petit peu dangereux, et à moins d'avoir une poigne de fer et un peuple bien particulier qui est le peuple chinois, je vous garantis pas que ça réussisse. En tout cas, en Russie, ça a réussi peu de temps, et ça a échoué pendant très longtemps, jusqu'au moment où ça a fini en catastrophe. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors, le problème de Tatiana Ventose, et je ne vais pas vous le dissimuler très longtemps, la plupart des souverainistes, c'est qu'ils n'ont pas de vision historique.
Ils n'ont pas de vision historique, et en fait, la seule chose que nous dit Tatiana Ventose, c'est, bah oui, mais en fait, c'est inéluctable que, au bout d'un moment, les campagnes ne supportent plus la domination bourgeoise des métropoles, et qu'elles finissent par se soulever. Non, ça se passe pas comme ça. La domination des métropoles, c'est pertinemment que la campagne est incapable de se soulever. Parce que, en fait, elle est incapable de créer la richesse, qu'elle n'a plus les moyens, ni financiers, ni de production, pour pouvoir réellement être une menace contre l'État central. Alors, et ça, il faut voir, et ça, si on veut reprendre le pouvoir, il faut avoir une perspective un peu plus longue. Déjà, de quoi parle Tatiana Ventose? Tatiana Ventose, elle nous parle de l'effondrement des campagnes. Pourquoi? Parce que en Occident, il y a une soumission à l'empire financier, dont les États-Unis sont le centre. D'accord? À partir du moment où il y a cette soumission à l'empire financier dont les États-Unis sont le centre, les autres pays occidentaux voient leur métropole en fait devenir des cités-États et des interfaces pour l'empire. D'accord? Et en devenant ça, ces cités-États, interfaces, adoptent les mœurs impériales. Et même à l'intérieur des États-Unis, on voit les grandes villes adopter ces mœurs-là. San Francisco, Los Angeles, New York, certains disent même Austin au Texas, adoptent, Chicago évidemment, adoptent ce genre d'idéologie, de point de vue. Et donc, ça, en fait, cette évolution historique brise les peuples. Et on l'a vu déjà aux États-Unis, où vraiment il y a eu quasiment deux peuples qui se sont affrontés pendant toute une partie de la campagne, avant que ça penche nettement pour Donald Trump. Mais ça se voit particulièrement en France. Et pourquoi? Parce que d'un côté, vous allez avoir le peuple des métropoles, qui sous l'impulsion d'un Macron, par exemple, va être incité à se mélanger le plus possible aux Américains. Peuple des métropoles donc on finance des voyages, on finance des échanges, la French American Foundation, c'est-à-dire on va créer des personnages politiques qui sont liés aux États-Unis ou qui doivent leur carrière aux États-Unis. Moi j'étais surpris, la dernière fois que je suis allé aux États-Unis, de voir que les 3/4 des personnes qui étaient dans l'avion avec moi m'ont dépassé dans la file parce que ils avaient la binationalité américaine et qu'il y avait des cabines pour viser les passeports qui leur étaient spécialement consacrées. Donc ça, on a un peuple des métropoles qui s'américanise de plus en plus. En plus, vous le voyez avec l'anglais. Vous le voyez, l'anglais dans les publicités en ville a pris une importance délirante. C'est-à-dire que maintenant, les publicités sont plus en anglais qu'en français dans les grandes villes. Et d'ailleurs, on voit toute cette idéologie du creuset américain, les publicités, toutes les publicités sont devenues des publicités américaines. On dirait qu'elle s'adresse au peuple américain, pas au peuple français. De l'autre côté, on a un peuple multitude, donc le peuple des travailleurs, qui est, lui, mélangé à tous les peuples du monde, de façon à créer une société, fractionnée, atomisée, ce qu'on appelle le multiculturalisme, qui permet à la bourgeoisie de dominer une société divisée en communautés, qu'il suffit de monter les unes contre les autres. Ça c'est le problème. Ça c'est le principe du multiculturalisme. Donc on voit que l'histoire elle-même telle qu'elle se produit crée en train de casser notre pays en deux, entre deux types de populations. Une population qui est plus impériale et une population qui fait plus multitude, mais qui est finalement qui devient une masse si divisée en petits compartiments qu'elle est plus capable de résister. Alors, contre ça, Tatiana Ventose, elle nous dit, oui, mais on va redevenir une nation productive. Et moi, je vous dis, oui, redevenons une nation productive. De toute façon, la production, c'est la création de richesses. Tatiana Ventose le dit assez souvent. Donc,
Il est temps de reproduire de la richesse. D'accord, mais comment on s'insère dans ce schéma géopolitique et historique ? C'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, l'Empire domine. Donc, quand vous êtes contre l'Empire, résolument contre lui, hors de l'Organisation mondiale du commerce, comme le Venezuela ou la Russie à un certain degré, vous êtes l'ennemi. C'est-à-dire, les États-Unis cherchent à vous détruire. Déjà, quand ils cherchent juste à vous dominer, ils vous écrasent complètement, alors quand ils cherchent à vous détruire, imaginez même, enfin, ça commence à devenir, ça commence à devenir un peu chaud pour vous. Maduro, il a beau, alors moi je suis pas très partisan de Chavez et Maduro, clairement, mais quoi qu'il fasse, de toute façon, les États-Unis essayent de le faire échouer. Même chose pour Poutine. Donc c'est quand même une question, c'est prendre le parti d'être résolument contre l'Empire, c'est une question qui peut engager votre vie en tant que nation, hein, aujourd'hui. Ensuite, il y a nous, bien sûr les Français, parce que nos élites sont les plus lâches et les plus traîtres qui soient, donc nous avons opté pour une soumission totale et en bonne et due forme. Donc ce qui se passe, c'est que nous n'avons plus les moyens de production, nous nous endettons sans arrêt, tout s'effondre dans notre pays, et la protection écologique qu'on nous vante, c'est-à-dire de ne pas subir les fumées des industries, d'avoir un environnement protégé, n'est même pas tenue. Cette promesse n'est pas tenue. Malheureusement, comme le dit très bien Tatiana, je lui reconnais ça, c'est-à-dire que nos ressources en bois sont coupées, les éoliennes, enfin, le pays se remplit d'éoliennes qui sont laides, qui tuent les oiseaux, qui bétonnent le sol, qui ne produisent pas d'électricité, qui ne servent globalement à rien. Donc enfin, nous sommes doublement perdants. Nous sommes doublement perdants, et au niveau économique et au niveau écologique. Mais la solution, par exemple, d'être un État hors de l'hégémonie américaine, qui est comme l'est la Chine, d'accord, c'est que la Chine, en fait, c'est quoi ? C'est l'auto-esclavage de sa population pour être l'atelier du monde, et c'est une pollution qui fait que dans les grandes villes, vous voyez pas à 10 mètres. Ça, c'est un petit peu, c'est pas évident à vendre à votre population. Et c'est là toute la question, c'est-à-dire que la révolution qui vient, c'est une révolution du mode de vie. Et quel mode de vie on vend aux gens ? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, vous avez par exemple une bourgeoisie qui ne porte plus ses courses. C'est-à-dire, elle se fait livrer ses courses chez elle, se ferait livrer les repas à la maison, mais elle fait des efforts sur son vélo. Elle porte des vêtements pas chers parce qu'ils sont fabriqués à l'autre bout du monde, mais elle vire un maximum, elle rend la circulation très compliquée pour les gens qui ne sont pas pour les gens qui sont hors de la métropole, du cœur de la métropole elle-même, pour pouvoir respirer dans la ville, en fait. C'est vous dire, ah oui, mais c'est bien, il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas d'activité, mais la bourgeoisie n'est pas intéressée par cette activité. Ce qu'elle veut, c'est quelque chose de non industriel, de virer l'industriel de chez elle, et de pouvoir dominer sans souffrir des conséquences de l'industrie. Et bon, par là même, elle a liquidé les espaces publics qui permettaient la discussion démocratique, en les transformant souvent en lieu de loisirs. Donc ça n'a pas réussi à être totalement fait au niveau de la place de la République, par exemple, mais il y a eu quand même des tentatives de la part d'Anne Hidalgo de transformer la place de la République en skatepark. Donc c'est-à-dire un endroit où en fait les Français devaient pouvoir se réunir et devaient pouvoir dire s'ils aimaient le pouvoir ou pas, généralement pour dire qu'ils étaient contre lui. Ça a été transformé en lieu de loisir. Mais qu'est-ce que nous, on a à proposer contre ça ? C'est quoi le contre-modèle ? Alors, moi, je suis, comme Tatiana Ventose, pour la réindustrialisation de la France, sauf que lorsque Tommy Lasserre, son compagnon, est venu au Cercle Aristote discuter avec Jacques Sapir, l'économiste Jacques Sapir, à la fin, je leur pose la question, je leur dis, mais
comment vous allez rendre sexy le travail industriel. Est-ce que c'est possible de rendre sexy le travail industriel ? C'est-à-dire que, alors bien sûr, on est moins dans la chaîne de montage aujourd'hui, mais il y a quand même des gens qui travaillent sur les chaînes de montage aujourd'hui. Il y a quand même tout un travail, le travail industriel reste un travail difficile. Donc, alors même si on gagne un peu plus d'argent qu'en faisant des métiers, aujourd'hui on gagne plus d'argent dans le travail industriel qu'en faisant du travail de service, j'en suis bien conscient. Mais il faut bien concevoir que c'est pas un comment dire, c'est pas seulement, enfin ça donne, c'est pas quelque chose qui donne envie aux Français en fait. Alors vous pourrez bien sûr me dire que les Français ont été traités comme des princesses et que maintenant ils croient que qu'il faut pas faire de durs efforts pour s'en sortir. Bah si, en général les Français déjà ils travaillent dur, mais si vous leur parlez d'industrie, ils se disent qu'en fait ils vont devoir travailler encore plus dur. Alors déjà, c'est sûr qu'on peut faire valoir les salaires de l'industrie et revaloriser l'industrie, je ne sais pas, par des lois économiques. C'est très très bien, mais ce qu'il faut, c'est proposer un nouveau mode de vie. Ce qu'il faut proposer, c'est pas... on a fait miroiter aux gens qui pouvaient monter leur propre boîte. C'est pas pour aller retourner dans des usines où on est à 4000 à l'intérieur à travailler à la chaîne. Donc, alors bien sûr, on peut remettre en place de la robotisation et tout cela, j'en ai bien conscience, mais c'est quoi le mode de vie que nous vend Tatiana Ventose ? Elle ne nous vend pas de mode de vie. Et en fait, on peut pas faire la révolution sans espérance. Vous allez me dire, oui, mais en faisant de la France un pays industriel, nous allons retrouver la prospérité. Ça, c'est une certitude, mais en fait, il faut que les gens y croient. Et pour que les gens y croient, en fait, il faut qu'il y ait des exemples. Et puis aussi, il faut qu'il y ait une idée, enfin, il faut qu'il y ait une idéologie, il faut qu'il y ait faut qu'il y ait un nouveau modèle de société qui apparaisse. Et ça, malheureusement, chez les souverainistes, nous n'avons pas de modèle de société parce que nous n'avons pas de vision de l'histoire. Et Tatiana Ventose ne fait pas exception. Elle n'a pas de vision historique. Elle prend la financiarisation, elle prend la destruction des campagnes, elle prend tous ces faits-là de façon, comme disait, sous l'espèce de l'éternité, comme disait Spinoza. Comme si tout cela avait existé de tout temps, en fait. Comme si la civilisation industrielle n'avait jamais changé. Ça, enfin, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur dans Marx. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des fonctionnements économiques de la société industrielle qui sont pérennes, qui sont intrinsèques à son fonctionnement, mais nous vivons, et Tatiana Ventose le sait mieux que quiconque, vu qu'elle travaille là-dedans, nous vivons dans une société qui est numérique. Et cette société qui est numérique, pour y revaloriser l'industrie, il va falloir se lever tôt. Voilà, c'est pas qu'une question de nécessité de vivre dans les campagnes. Et donc c'est pas en faisant seulement de l'anti-parisianisme et en disant regardez la bourgeoisie comment elle est vaine, elle est ridicule, que vous allez y arriver. Si aujourd'hui la bourgeoisie elle domine, c'est parce que c'est elle qui décide de l'allocation de l'allocation de l'argent à telle ou telle production. Donc voilà, c'est sûr que si demain les BRICS décident que l'Occident, c'est rien décide de rompre avec l'Occident, c'est sûr que nous nous retrouverons à faire de l'industrie. Mais à quel prix ? C'est-à-dire que demain, s'il faut refaire des mines chez nous, la pollution d'une mine, c'est considérable. C'est vraiment les écologistes vont avoir quelques syncopes, hein, parce que écoutez, je crois qu'il y a une émission d'une fille qui s'appelle, je crois, Stéphane Audran, il me semble. Je crois que c'est son nom. Et qui raconte ce que c'est que le minage, que la production minière. C'est terriblement polluant. Alors, bien sûr, on pourrait, en recyclant nos déchets industriels, on pourrait avoir de l'énergie pour très longtemps.
Néanmoins, est-ce que ça suffirait pour faire fonctionner toute l'industrie française? Ce n'est pas sûr. Et tout ce qui est, par exemple, géothermie, tout ce qui est, par exemple, puiser les hydrocarbures qu'il y aurait dans le bassin parisien, c'est prendre des gros risques au niveau tectonique, au niveau géologique. Donc, si vous n'avez pas envie d'avoir des tremblements de terre et des villes qui s'effondrent sur elles-mêmes, ben, c'est aussi des considérations à avoir. Donc, du coup, moi, je veux bien le rêve de la prospérité de Tatiana, mais voilà, ça, il va falloir proposer un mode de vie qui aille avec, et pour l'instant, Tatiana Ventose ne l'a pas fait. Maintenant, je suis sûr que comme elle travaille beaucoup, bah, elle va nous proposer quelque chose. Mais en attendant, il va falloir, on a les moteurs de la fusée, mais on n'a pas le bout pour la diriger. Et c'est un petit peu ennuyeux. Là-dessus, je la salue quand même parce que j'apprécie beaucoup son travail. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye.